T'inquiète pas, tu es sur la bonne adresse. Ce que tu as vu sur le cover, c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Donc, tu es sur la bonne adresse, ne t'inquiète pas et tu sauras. Bienvenue à ceux qui me découvrent pour la première fois ici, Big Boss Roboss, et je suis quelqu'un qui parle de l'intelligence artificielle, des business en ligne et du e-commerce. Aujourd'hui, le titre que vous avez vu sur le cover, c'est de ça que nous allons parler. En fait, je vais vous faire passer sur un podcast généré totalement avec l'intelligence artificielle. Mais aussi, je l'ai fait pour les plus jeunes que moi, par exemple, ou que nous, qui ne connaissent pas en fait l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis 90. Au moins, s'ils écoutent ce podcast que j'ai généré avec l'intelligence artificielle dans cette vidéo, ils auront une notion sur quoi utiliser et débattre. Donc, ça, je l'ai fait avec deux intelligences artificielles. Et je vous explique juste à la fin du podcast comment je l'ai fait. Mais en fait, ça commence à me donner des idées. Imaginez que vous soyez propriétaire d'une chaîne de radio ou que vous soyez producteur d'une émission radio. Et que, bon, je vous laisse à la fin et je vous dis comment en fait on peut utiliser cela si on est propriétaire d'une chaîne radio ou, ok, on écoute le podcast pour ceux qui veulent s'informer un peu sur la Côte d'Ivoire de 90 à 2010. Bienvenue. Alors, on se replonge un peu en arrière, fin des années 80, la Côte d'Ivoire. On a cette image d'Épinal, le havre de paix sous Houphouët-Boigny. Oui, une certaine stabilité de façade. Mais il faut rappeler que c'était quand même basé sur un parti unique, une économie déjà bien fragile, dépendante du cacao, du café. Et dont les cours chutaient déjà. Et puis, voilà, entre 1990 et 2010, tout bascule. C'est une période incroyablement dense et, disons-le, turbulente. Tout à fait. C'est sur ces 20 années qu'on va se concentrer aujourd'hui, avec une analyse assez détaillée des événements. On va voir comment la Côte d'Ivoire est passée de ce modèle, cette image de stabilité, à un pays fracturé. L'idée, c'est vraiment de décrypter les moments clés, les acteurs importants, et puis les dynamiques, en fait. Comprendre ce qui a mené de l'ouverture démocratique un peu timide du début à cette crise énorme de 2010. Tout commence, on peut dire, en 1990. Il y a la pression de la rue, mais aussi des bailleurs de fonds internationaux, la Banque mondiale, le FMI. Oui, qui conditionne le raid. Exactement. Donc, Houphouët est un peu obligé d'ouvrir au multipartisme. Premières élections pluralistes dans la foulée, Houphouët est réélu face à Laurent Gbagbo du FPI. Le principal opposant à l'époque. Voilà. Et c'est aussi à ce moment qu'Alassane Ouattara arrive sur le devant de la scène comme Premier ministre. Mais cette ouverture, c'était pas un peu cosmétique? On lit que le parti historique, le PDCI, gardait quand même une sacrée mainmise sur l'État, les médias. Ah oui, complètement. C'était une transition, mais très contrôlée. Le changement était plus formel qu'autre chose au début. Et puis, l'événement majeur, c'est évidemment la mort d'Houphouët en 1993. Et là, c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre pour la succession. Exactement. Lutte féroce entre Henri Konin Bédié, qui était président de l'Assemblée nationale, et Alassane Ouattara, le Premier ministre. C'est Bédié qui l'emporte. Et c'est là qu'apparaît ce fameux concept, l'ivoirité. Précisément, l'ivoirité. Introduit par l'entourage de Bédié, en fait, pour écarter Ouattara de la présidentielle de 95. Le critère des 2 parents ivoiriens. Un concept qui va avoir des conséquences dramatiques. Politiquement, ça écarte un rival, mais socialement, ça a touché une corde très sensible, non? En plein ça. Ça a joué sur des lignes de fracture identitaire, régionale qui existaient déjà. Mais ça les a instrumentalisées, exacerbées. Ça a créé une division profonde. Et ça a mené où cette tension? Ça a mené au premier coup d'État de l'histoire du pays, décembre 1999. Une mutinerie militaire au départ, qui finit par renverser Bédié. C'est le général Robert Guéhi qui prend le pouvoir. Un vrai séisme pour le pays. Un choc, oui. Guéhi parle de transition, mais bon, il organise une élection présidentielle en 2000 et il essaie d'y s'y maintenir. Il tente de confisquer le pouvoir, en gros. Voilà. Il faut d'énormes manifestations populaires à Abidjan pour que finalement Laurent Gbagbo soit déclaré vainqueur. Mais là encore, Ouattara n'a pas pu se présenter. Toujours ces critères de nationalité. Et l'élection elle-même a été très violente, c'est ça? Oui, très violente. Donc Gbagbo arrive au pouvoir dans un contexte déjà hyper tendu, avec une légitimité contestée, et cette fracture nord-sud qui s'aggrave. Et ça ne va pas s'arranger. Pas du tout. Septembre 2002, tentative de coup d'État contre Gbagbo. Elle échoue à Abidjan, mais les militaires mutinés se replient et prennent le contrôle de tout le nord du pays. C'est la naissance de la rébellion du MPCI, qui deviendra les Forces Nouvelles de Guillaume Soro. Exactement, et là, le pays est coupé en 2, littéralement.
Sud loyaliste, Nord rebelle. Avec toutes les conséquences qu'on imagine. Économie paralysée, population déplacée. Absolument. Et des violations des droits humains des deux côtés, faut le dire. S'ensuivent des années de blocage malgré des tentatives d'accord de paix. Linas Marcoussi en 2003, Ouagadougou en 2007. Des accords qui prévoient des gouvernements de réconciliation mais qui patinent. Oui, ils n'arrivent pas à réunifier vraiment le pays, ni surtout à organiser des élections acceptées par tous. Pendant ce temps, la confiance dans les institutions, elle s'effondre. La Constitution de 2000 avait déjà gravé dans le marbre ces questions de nationalité clivantes. Et puis la commission électorale, la CEI, le Conseil constitutionnel, tout ça est vu comme partisan. Totalement. Et ce manque de confiance, cette polarisation extrême, ça nous mène tout droit à la crise de 2010. L'élection présidentielle, enfin organisée après de multiples reports. Gbagbo contre Ouattara au second tour. C'est ça. Et là, scénario catastrophe. La commission électorale, soutenue par l'ONU, donne Ouattara vainqueur. Mais le Conseil constitutionnel, présidé par un proche de Gbagbo, invalide les résultats du Nord et déclare Gbagbo réélu. 2 présidents proclamés. Le chaos ? Le chaos total. Une crise post-électorale d'une violence inouïe, des affrontements armés, partout. L'ONU parle de plus de 3000 morts. Le pays est au bord de la guerre civile généralisée. Comment ça se termine ? Ça se termine en avril 2011, avec l'arrestation de Laurent Gbagbo dans sa résidence, après une intervention militaire française, sous mandat de l'ONU d'ailleurs. Quand on regarde ces 20 ans, les acteurs clés, Gbagbo, Bédié, Ouattara, mais aussi Gueye, Soro, ils ont tous joué un rôle dans cette escalade, non ? Oui, chacun à leur manière, avec leurs stratégies, leurs alliances, leurs exclusions. Ils ont contribué à cette spirale. Et les conséquences sont là. Des institutions à terre, une économie ravagée, un tissu social déchiré. C'est vraiment le récit d'une transition démocratique qui a déraillé, marquée par l'exclusion, l'ivoirité en premier lieu, l'instrumentalisation des identités, la faillite des institutions et la violence. Tout à fait. Ça montre combien c'est complexe de construire une démocratie quand il y a des contentieux historiques forts et une lutte aussi acharnée pour le pouvoir. La crise de 2010, c'est vraiment l'aboutissement tragique de tout ça. Et ça laisse des traces profondes, évidemment. Ce qui amène une question, peut-être pour finir. Oui, une question essentielle, je crois. Au-delà de reconstruire des institutions, d'organiser des élections, comment on fait pour retisser la confiance ? Pour créer un vrai sentiment d'appartenance commune après de telles divisions ? Comment passer d'une coexistence, parfois forcée, à un véritable vivre ensemble ? C'est sans doute ça le défi majeur post-crise. Exactement. Le défi du lien social, au fond. Ah ben voilà, vous avez regardé, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est ma première question. Cependant, imaginons que vous soyez quelqu'un qui gère un podcast ou que vous soyez propriétaire d'une chaîne de radio ou encore propriétaire d'une chaîne YouTube et que vous voulez parler des situations ou d'actualité générale ou des histoires de certaines nations ou un pays ou des sociétés. Vous utilisez en fait ce processus pour le faire totalement avec l'intelligence artificielle. Et comment est-ce que je l'ai fait? Je vous explique pour ceux qui ont des idées plus développées que ce que j'ai dit, puissent pouvoir l'utiliser. Mais en même temps, je vous dis, abonnez-vous sur la chaîne, vous allez en apprendre beaucoup et vous pouvez l'utiliser pour faire du business. La première étape a été d'abord d'aller sur ChatGPT, activer l'option Deep Research, c'est-à-dire recherche approfondie, et demander à ChatGPT de me faire en fait un prompt qui va me permettre de générer une analyse directe et percutante, surtout documentée, de l'actualité politique de la Côte d'Ivoire de 90 à 2010. Il me fait le prompt. Je réutilise le même prompt sur ChatGPT dans une nouvelle conservation. Et avec ce prompt, il me sort l'analyse de 90 à 2010. Et cette analyse, je la copie, je la mets dans un document Word et j'enregistre en PDF. Maintenant, pour pouvoir faire le podcast, je me retourne directement sur ce que Google nous a fait. Une autre intelligence artificielle qu'on appelle NotebookLM. Sur NotebookLM, vous avez la possibilité d'insérer le PDF qu'on a fait et de générer un podcast de 2 personnes. Vous pouvez demander à augmenter le nombre de personnes ou de laisser à 2 personnes. Et il va vous enregistrer comme vous avez entendu dans le podcast passé. Si vous finissez, vous téléchargez votre podcast et vous avez votre podcast. Maintenant, parlons de ce que je disais. Vous avez une radio, vous avez programmé une émission et il se trouve que les invités, l'animateur, il tombe dans un bouchon ou encore il y a eu la pluie et il ne peut pas traverser, venir à la radio. Vous créez ça en moins de 30 minutes avant que l'émission ne commence et vous faites passer cette émission à la radio. Les utilisateurs ne vont pas faire la différence, ils vont écouter, ils seront édifiés, ils vont apprendre de nouvelles choses. Et c'est ça, ce
ce que l'intelligence nous permet de faire. C'est une des démonstrations que j'ai faites et je vous encourage à pouvoir utiliser. Formez-vous. Pour ceux qui veulent se former, ils peuvent me contacter. Et ceux qui veulent suivre des astuces comme ça, abonnez-vous sur la chaîne. On en a plein. Ça se prend à la gueule. Chaque jour, il y a des nouvelles intelligences artificielles qui sortent. Ciao et à bientôt. C'était Big Boss sur le Boss.